Bonjour et bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries et les événements marquants. Cette semaine, oui, on parle d'un film, Jay and Silent Bob, Contre-attaque, mais c'est beaucoup plus Kevin Smith, le réalisateur, qu'on parle. Puis là, t'as-tu vu mon mime? Ça, c'est mon mime de... C'est très niché. C'est une niche. Ok, ah. Ouais, c'est très niché, je pense. Ouais, comme pour niche, vrai, ouais, c'est assez niché. c'est très niché. C'est la niche dans la niche. Ça se peut-tu que c'est la niche dans la niche, ce film-là? Peut-être, ça se peut. Parce qu'il y a tellement de références auxquelles on n'a peut-être pas accès. Il y a un gros contexte à connaître, hein, je pense. Il fait partie de l'univers de Kevin Smith. Ouais. Que si vous connaissez pas, ben c'est un peu plus dur à embarquer dans le film. Là. Mais peut-être que notre panéliste, Guillaume, va vous faire découvrir son univers parce que c'est un très grand fan. Parce qu'il a... Je pense que c'est la première fois qu'on a ça au panel. Quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, le réalisateur du film qu'on parle. Quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, c'est spécial. Oui, 6 degrés de séparation. Mais dans son cas, il l'a vraiment rencontré, même quelques fois, là, le réalisateur. Même discuté avec quelques minutes. Fait que oui, c'est un grand fan. Et écoute, durant tout le podcast, je pense qu'il nous a bien livré son amour autant de l'univers que de Kevin Smith en tant que tel, le personnage. Ouais. Donc, oui, c'est... Pas à la portée de toutes les de tout le monde, là. T'sais, même si on apprécie les films, c'est ça. Ça prend quand même le contexte. Donc, à vous de décider si ça vous tente d'en marquer là-dedans. Même lui, on vole un peu qu'est-ce qu'on dit dans le podcast, mais même lui, il dit que c'est pas nécessairement un bon film pour partir dans l'univers de Kevin Smith. Il va nous l'expliquer, finalement, savoir pourquoi ça n'en est pas un. Mais c'est ça. Mais il y a quand même quelques éléments, quelques gags au travers. On peut sentir que c'est un film des années 90, clairement. Et avec beaucoup de caméos aussi. Hein. Et beaucoup de vedettes au pied carré. Je pense qu'il n'y a pas une scène où on reconnaît pas quelqu'un qui est connu du grand public, là. C'est quand même, faut lui donner, il y a Hollywood de son bord, Kevin Smith, là. Vraiment, il y a des bonnes connexions, mettons. Il y a des bonnes connexions, puis pour un film indépendant, c'est un tour de force, là, d'être capable de réunir autant de vedettes au pied carré. Bravo, chapeau pour ça, mais le résultat, on va en parler pendant le podcast, n'est pas discutable. Bon, regarde. Ben oui, en effet. C'est ça que le podcast sert. C'est pour ça qu'on jase. Ouais, c'est ça. Ultimement, c'est à ça que ça sert. Mais dis-moi, Vince, le podcast est disponible sur plusieurs plateformes. L'idée, c'est que tu peux l'écouter à l'audio. Oui. Donc, l'audio, toutes les plateformes de balado que vous préférez, que ce soit le Spotify, YouTube Music, le balado de Apple Podcasts, ce qui est Android. On est là-dessus. Le visuel, on est à la TVCBF, on est à MaTV sur un paquet de plateformes à MaTV en plus. Hein. Faut quand même le dire, provincialement parlant. Oui. On est assez bien répartis, donc merci de nous suivre. Mais également la version longue, si vous aimez la version à la télé, vous pouvez aller voir la version longue qui est sur YouTube aussi, qui est la même version, mais intégrale cette fois-ci sur YouTube. Alors, on vous invite à aller voir ça. Et évidemment aussi, on boit de la bière pendant notre podcast, hein, mais on voudrait quand même aussi prendre le temps de remercier notre commanditaire là, qui est Wick Station, qui nous fournit les bières qu'on consomme et qu'on déguste pendant le podcast. Donc, on les remercie chaleureusement de leur contribution. C'est vraiment très apprécié. Ça agrémente excessivement bien le podcast. Et sur ces belles paroles, nous nous lançons dans le monde de Kevin Smith avec Jay et Silent Bob Contre-attaque. Un road trip trop délirant avec deux des personnages les plus iconiques du cinéma indépendant, Jay et Silent Bob. Dans ce film de Kevin Smith, ces deux anti-héros déjantés se lancent dans une aventure complètement loufoque pour empêcher la production d'un film basé sur leur propre histoire. Parsemé de références à la culture pop et de caméos, ce film sorti en 2001 est truffé d'humour absurde et d'amitié improbable. Jay et Silent Bob n'ont qu'un seul objectif, tout détruire sur leur passage. Eh bien, les gars, merci beaucoup de venir au podcast ce soir pour parler de Jay and Silent Bob Contre-attaque. En début de choses, est-ce que tu l'avais regardé à l'époque, toi?
Ouais. Ouais, j'avais vu ce film-là. En 2001. Il y a bien longtemps. Quand on était des jeunes ados, dans le fond. Là. Ouais, c'était pas mal, là. Toi, tu l'avais-tu écouté à l'époque aussi? Ben, en fait, non. Moi, je l'ai découvert quelques années après. Je dirais peut-être en 2004 ou en 2005, là. OK. Donc, en fait, ce que j'ai découvert, moi, c'est plus An Evening with Kevin Smith. C'est l'espèce de stand-up qu'il faisait où est-ce qu'il racontait toutes ses aventures derrière la caméra, qui sont assez, disons, particulières, comme tourner un vidéoclip pour Prince, alors qu'il n'avait plus de pellicule dans la caméra. Attends, je comprends pas. Il tournait le... Il commençait à tourner, puis là, Prince voulait pas arrêter de parler, mais à un moment donné, il n'y avait plus de pellicule dans la caméra. C'est que... il voulait pas arrêter. Donc, Kevin dit « Ok, on continue, mais il n'y a plus de pellicule dans la caméra. » Mais lui, il avait son stock. Lui, il avait son stock. Ben, c'est qu'il était le réalisateur pour ce clip-là. Cette espèce de clip bizarre-là qui était pour si je me trompe pas, c'est des témoins de Jéhovah, parce que Prince c'est un témoin de Jéhovah. Puis c'était un truc dans ce contexte. Ça, c'est dans ça qu'il raconte ça, dans les An Evening with Kevin Smith. Là. Écoute, le premier dure 4 heures au total, je pense, là, parce qu'il se promène d'un collège à l'autre. Okay. À l'époque, là, c'est juste après. En fait, si je me trompe pas, c'est juste après ou avant ce film-là qui a commencé, dans le fond, à faire ces tournées-là. Puis il se promenait vraiment dans tous les collèges. Il en a fait 3. Puis là, il a continué à faire d'autres trucs du genre. Il a fait, entre autres, il y en a un qui s'appelle Burn Me to Hell. Ça, c'est après qu'il avait tourné Red State. Okay. Puis là, il racontait toute l'histoire de comment ça s'était passé avec le contact qu'il avait eu avec les Phelps, qui était la famille là, qui était représentée, du moins, qui s'est servi pour s'inspirer de la famille qui a fait dans Red State. Ok, je pensais que son premier film d'horreur. Je pensais que c'était Michael Phelps. Non, Phelps, en fait, c'est le même nom de famille, évidemment, oui. Hein, mais c'est principalement, dans le fond, c'est une espèce eux autres, je pense que ça s'appelle la Baptist Church. C'est une secte, en fait, qui font des... Attends. La Baptiste... Là, on parle, tu sais, la gang qui chiale fort puis qui jappe vraiment des fous, fort. Là. Puis lui, dans le fond, c'est que quand il a sorti Dogma à l'époque, entre autres, c'est qu'eux autres se sont mis à protester contre la sortie de son film à cause que ça parlait du Seigneur, puis ainsi de suite. Et là, il s'est mis à parler avec la fille... à converser sur elle sur Twitter à l'époque, là, puis dans le fond, il s'envoyait des messages. Il l'a même invité à un screening du film où est-ce qu'il était supposé protester. Puis eux autres, ben, ils ont amené aussi une contre-protestation pour, dans le fond, un peu se rire de la protestation des Phelps, parce que les Phelps, entre autres, c'est qu'il allait, entre autres, des fois dans des... tu sais, il y a des militaires qui se sont suicidés parce qu'il était, dans le fond, parce qu'il était homosexuel puis il voulait pas le dire. Mais eux autres, ils allaient protester puis ils traitaient ils faisaient comme bâcher un peu sur le fait que ce militaire-là était gay. Ah, ouais. Et, ben oui, absolument. C'est vraiment, c'est des personnes horribles. C'est vraiment des personnes horribles. Puis là, lui... Puis c'est toute une famille en plus. Hein, oh oui, c'est toute une famille au complet. Parents, les Phelps, là, il y a le c'est pas une famille, une petite famille, c'est grand-parents. Ah non, puis si tu as vu, je te conseille de voir Red State, tu vas presque comprendre, dans le fond, quelle est cette famille-là. Disons qu'il l'a... exagéré, romancé. Énormément, parce que c'est des meurtriers. C'est des meurtriers. Dans l'histoire ou dans Red State, c'est des meurtriers. Là, ils utilisent Internet pour des annonces d'escorte sur Internet pour attirer des jeunes, pour après ça les torturer puis les tuer dans leur église. C'est des fous furieux. Là. Fait qu'il fait pas juste des comédies. En fait, c'était sa première tentative en dehors d'une comédie. Okay. Qui finalement a tourné par moments un peu drôle pareil, là, parce que tu sais, il y a et puis c'est ça qui réussit toujours à avoir toutes sortes d'acteurs là dans ses films, c'est incroyable là. Puis c'est son lien avec justement, tu sais, là, parce que je veux le dire là, t'as peu là, je cherche mon mot. Dans Red State, il y avait John Goodman quand même. C'est ce que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire? Exactement. John Goodman était là-dedans, il y en a une couple. Là. Oui, John Goodman qui était un des agents du FBI qui venait pour tenter de les arrêter. Puis Michael Parks, là, justement, qui jouait comme le père de la famille. Et il fait un monologue. Parce que, tu sais, si on écoute la plupart des films de Kevin Smith, que ce soit dans J-Bob ou dans tous les autres, ces personnages parlent en monologue. Oui.
Et constamment. Et Ben, surtout Jay, mettons. Jay, oui, mais la plupart des personnages, tu regardes dans Dogma, à un moment donné, voyons, c'est Chris Rock quand il parle là, pendant presque 3-4 minutes sans arrêt, et la réponse est 2-3 minutes, 3-4 minutes. Ouais. Donc, tous ces personnages font des grandes ovations, là, dans le fond. Ça ressemble-tu un peu à la Quentin Tarantino, un peu? Ben oui, c'est très C'est inspiré, ça, ouais, c'est ça. évidemment. Puis d'ailleurs, en réécoutant tout à l'heure Jay and Silent Bob, j'ai vu à quelques petits endroits des trucs intéressants comme tu sais on faisait référence, tu faisais référence entre autres là dans les choses que tu nous avais proposées là, à parler, c'est qu'il y avait une référence au hockey dans tous les films de Kevin Smith. Hein. Ah. Ben ça c'est Vince qui a fait la recherche là. C'est pas qu'il a fait la recherche. Bon. Ben, dans Clerks, le premier, il joue au hockey sur le toit. Dans Zack and Miri Make a Porno, il joue au hockey. Puis dans Clerks 3, il joue au hockey. Dans 3 de ses films, il joue au hockey. Ah ouais. Absolument. Ben je sais que il porte souvent des chandails, ben je sais pas s'il fait encore, mais à l'époque il portait tout le temps des C'est quand chandails il était de hockey. gros. Ouais, c'est ça. C'est avant son infarctus. Là. C'est ça, il portait des chandails souvent de hockey. C'est les Islanders souvent? C'était les Highlanders, en effet, dans Ouais. le fond, puis il était marqué « Fuck you » dessus. C'est évidemment pourquoi les... En fait, non, c'est pas les Highlanders, excuse-moi, c'est les Oilers. Et pourquoi les ouais, Oilers? Parce que Wayne Gretzky, c'est son joueur préféré. Ah! Ben maudine. Mais on revient à la base. Fait que là, t'as écouté An Evening avec Kevin Smith, puis là, t'as dit il faut que je découvre Absolument, c'est mon ce frère. réalisateur-là. Puis là, c'est là que j'ai justement écouté le premier film que j'ai écouté de lui, c'est Jay Silent Bob Contre-Attaque, qui venait tout juste de sortir il y a quelques années. Et puis là, je dis, voyons donc, là, je comprenais pas toutes les références. Parce qu'il y a plein de références dans ce film-là. À ces autres films. Ben ouais, oui, c'est ça. parce que dans le fond, il y a eu ce qu'on appelait la Jersey Trilogy, là, dans le fond, qui était Clerks, Mallrats, puis Chasing Amy. OK. Puis ça faisait comme clore toute cette épopée-là, si on pourrait dire. Fait que moi, quand j'ai vu ce film-là, je dis, attends un peu, là, je peux pas, tu sais, oui, je trouvais ça drôle, mais il y a tellement d'affaires que je comprenais pas, que c'est là que je me suis remis à tout aller revoir les films Clerks, Mallrats, dans le fond, Chasing Amy et Dogma, évidemment, Ouais, c'est qui a mené, dans le fond, à ce qui a fait la grosse notoriété, là, et qui a donné la possibilité de faire ce film-là, parce que c'est quand même un film qui avait un gros budget, dans le contexte où est-ce que c'est pas un réalisateur qui amenait beaucoup d'argent. Donc un budget de 22 23 millions, quelque chose comme ça. Mais écoute, ces films rapportaient 10-12 millions. Donc, tu sais, 22 millions, c'était le plus gros budget qu'il y avait eu parce que Mallrats avait coûté 6 millions. Puis il avait fait 10 millions environ. À peu près, 11 millions dans ce coin-là. Voyons, Chasing Amy a coûté 250 000 $. Ça, c'est dans ses premiers. C'est son troisième. Ouais. Après Mallrats, qui était un film produit par Universal, qui est un gros film de studio, mais c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est lui qui a négocié avec Harvey Weinstein pour son propre film. Qu'est-ce qu'il a négocié? J'aimerais bien savoir. Et là, il a dit, dans le fond, c'est là qu'il a dit, ben là, écoute, Harvey Weinstein, ben là, il dit, t'es capable de faire un film, là, pour, tu en as fait un pour 6 millions, un petit film de même, t'es capable de faire ça pour 500 000. Kevin Smith a dit, ben, on va faire ça pour la moitié de tout ça. Fait que 250 000, fait que là, il était tout content. Lui, il arrive avec 250 000 à son producteur Scott Mosier, qui, dans le fond, il dit, hey, j'ai eu 250 000 pour le film. Il dit, quoi? T'es-tu malade? 250 films? 250 000, on peut pas rien faire avec ça. Ben, il dit, on a fait Clerks avec 28 900 $. Hey, c'est pas un film, ça. C'est ça, parce que là, t'as l'équipe technique à payer puis tout. Ben là. oui, exactement. Et ils ont fait le film avec 250 000 parce que Ben Affleck était payé le salaire minimum. Donc, je pense que c'était quelque chose comme 15$ sur le tournage de ce film-là. Comme il l'a été dans le film Jersey Girl plus tard aussi. Il a été payé 15$ de l'heure. Attends, Jersey Girl, c'est Kevin Smith? Ben oui. Ah ben maudit. Ben oui, puis c'est dans C'est le avec fond. la petite fille, c'est ça? Hein? Exactement, puis c'était Ok. avec Ben Affleck et c'était la fin de J-Lo, de Bennifer de l'époque. Ouais, là, c'est de ça. voyons, Jennifer Lopez et Ben Affleck. C'était comme... il souffrait du Gilly, puis lui, son film est sorti en même temps, puis il a été démoli à cause de ça. C'est pas un bon film, mais c'était pas un si mauvais film que ça. Mais tu sais, dans le cas de Jay and Silent Bob, moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est que c'était en plein dans la culture populaire à 100%, parce que ça leur a même donné un caméo dans un des Scream.
si je me trompe pas. Ben, il y a une référence dans le film. À un moment donné, genre, Shannon Dorothy a fait... Elle est comme en train de scream, puis elle dit fucking Miramax à cause que, elle enlève le masque, puis c'est le chimpanzé qui est là. Mais oui, en effet, mais ils ont joué dans... Ils ont fait un caméo dans les Scream aussi, en effet. Pas rien que ça. Si vous regardez à 1h, dans le fond, 1h04 minutes, très précisément, c'est le moment où est-ce que Jay a fait semblant de se faire sucer par Bob pour essayer de passer le garde de sécurité qui ont assommé. Ben, juste après, on voit dans le fond les personnages de Reservoir Dogs passer. Dans le fond, tous les gars en saute noire, il y en a un qui a du sang. C'est on fait juste les voir en arrière-plan comme ça. Il y a plein de trucs comme ça à un moment donné où est-ce que on voit Daredevil en arrière-plan. Oui, ça je l'ai vu. Mais Daredevil n'était pas sorti encore. Non, absolument pas. Mais c'est juste parce que lui, il écrivait pour Daredevil à l'époque. Pour la BD, ok. Ben oui, il a écrit plusieurs fois pour que Daredevil. Et c'est lui qui a suggéré Ben Affleck pour le rôle. Lorsqu'ils ont posé une question, parce que dans le fond, il a été approché pour dire qui tu penses qui serait. Puis il a dit Ben Affleck. Ben oui, il dit moi, il dit Ben Affleck, je l'aime tellement, il dit je le ferais jouer le requin dans Jaws. Toi, Vince, t'avais-tu déjà vu le film à l'époque? Jamais. T'avais rien vu partout? J'avais aucune idée de ce que c'était, là. Pour vrai, là. Même Kevin Smith, t'en avais déjà? Aucune espèce d'idée c'était qui. Okay. Vraiment, là, je partais de 0. Fait que je connaissais ni l'univers, ni les comédiens, ou à peu près, là, à part, comment tu dis, Shannon, la fille de American Pie. Ouais. Parce que c'est le seul référent que j'avais. Shannon Elizabeth. Je pensais Sharon de Dorothy, je pense. Je pense que tous les adolescents de mon âge à l'époque doivent se rappeler de Shannon Elizabeth. Puis elle a sensiblement le même rôle, à part qu'elle n'a pas d'accent. Ouais, c'est ça. Puis elle garde ses vêtements. Je suis allé voir, puis elle continue quand même à faire des films, même des films de Noël, des films de séries très B, là, probablement. Là. Genre des Halloween, genre des histoires d'amour de Noël. Là. Exactement, avec toujours le même trame de fond. Là. La fille de la ville qui va lui voir le gars de campagne, puis là, il tombe amoureux. Oh mon Dieu! Mais non, je connaissais absolument pas l'univers. Ben, toi, tu connaissais-tu Kevin Smith ou t'avais juste vu le film, puis c'était that's it? Ben, Kevin Smith, c'est quelqu'un qui tu connais. 3/4 du monde connaissent Kevin Smith quand tu regardes des films. Tu sais, c'est qui Kevin Smith sans nécessairement savoir qui est Kevin Smith. Tu as regardé plein de films de Kevin Smith, mais tu le sais pas. Mais c'est sûr que tu regardes la photo, puis clairement, là, ben, là, on le voit pas là-dessus. Là, on le voit de ce bord-là. Là, tu le trouves assez facilement, Kevin Smith. Là, ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a plus l'air de ça. Non, mais, un peu. Là, il a perdu juste beaucoup de poids. Beaucoup de poids, ouais. C'est à peu près le quart de ce qu'il était. Ah, littéralement? Ah oui, il était énorme. Là, moi, quand la première fois je l'ai vu, puis que j'ai pris une photo avec lui, là, je me rendais même pas à moitié de son dos. Oh mon Dieu. Ouais, c'est pas pour rien qu'il s'habillait, là, dans le fond, avec plein de linge gros XL. comme ça, parce qu'il voulait pas qu'on voit qu'il était gras. OK. Ouais. Mais non, je connaissais pas tant Kevin Smith autre que de parure. Je savais qui c'était, je savais que c'est lui qui réalisait certains films, mais je peux pas te dire nécessairement quel film il faisait. Tu sais, c'est drôle parce qu'on a quand même un contraste ici. On a quelqu'un qui a vu vraiment beaucoup de films de Kevin Smith, puis moi qui est arrivé dans le décor pour faire. Moi, j'ai vu ce film-là quand j'avais 14 ans, 15 ans, peu importe, puis c'est pas mal, ça limite à ça en fait ma connaissance de Kevin Smith. Fait que moi je pense pas que je peux ah oui, c'est vrai. Effectivement, je monte à l'écran, là, il a maigri énormément. Là. Ah oui, c'est après en fait, c'est qu'après son infarctus, il y a c'est sa fille qui a comme pris en charge sa santé. Plus de cholestérol. C'est qu'il est rendu vegan depuis ce temps-là. Mais là, ce que vous savez pas, dans le fond, c'est qu'il y avait un face swap là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. J'en ai un autre. C'était une photo avec sa femme, dans le fond. D'ailleurs, qui, depuis depuis Jay et Bob, elle est dans tous ses films. Ah, ok. Elle joue dans le fond, elle est une des 4 filles là, dans Jay et Silent Bob contre-attaque, là. Le fameux groupe CLIT qu'on appelle. Oui, exactement, qui c'est CLIT qui veut dire Coalition of Liberation of Itinerant Tree Dwellers. Dans le film. Exactement, dans le film. Précisons que c'est ça l'acronyme, dans le fond. Puis il y a vraiment une discussion à un moment donné en plus où est-ce que le personnage de Will Ferrell, qui est un marshal là, dans le fond des animaux, ouais, c'est ça. qui se retrouve à en discuter avec Jon Stewart qui joue un
un lecteur de nouvelles. Là, évidemment, ils font une grosse discussion sur le clit, où est-ce qu'il est situé, comment on doit est-ce qu'on doit c'est ça, ouais, je pense qu'il dit you don't rub the clit the wrong way. Oui, avec plein de petites références, d'inférences. Mais je vais mettre un bémol là-dessus parce que moi j'ai trouvé qu'il avait ruiné Will Smith là-dedans. Mon Dieu, qu'ils l'ont pas mis en valeur. Will Ferrell, tu veux dire? Will Ferrell, pourquoi Will Smith, excusez. Ah, ouais. Mais Will Ferrell, j'ai trouvé qu'il l'avait mal utilisé. Ah, il est tellement plus drôle que ça, ce gars-là. Il y avait une possibilité. Maudit qu'il aurait pu aller plus loin que le personnage, mais ils sont restés tellement premier degré avec des gags prévisibles. Là, j'ai trouvé moi, que... Tu vois, genre, moi, je voyais un Ron Burgundy très facilement dans... non, Ron Burgundy est bien plus hot que ça. Mais oui, Ron Burgundy est beaucoup plus extravagant, mais je dirais, si tu veux t'amuser... écoute essaie de trouver toutes les scènes extra puis les outtakes qu'il y a, parce que Will Ferrell fait de l'improvisation et Kevin Smith déteste ça. OK. Et là, dans le film, c'est toutes des séquences qui n'ont pas été enregistrées, mais dans le fond, c'est à un moment donné où est-ce qu'il est avec Jason Lee, puis ils sont comme parce que là, il s'est fait tirer un tranquillisant dans la fesse, puis il n'est pas capable de se lever tout seul. Okay. C'est Jason Lee qui le tient. Puis là, il arrête pas de se lancer des phrases comme ça, là, puis c'est tout dans les outtakes, mais Kevin Smith est très protecteur de ses mots et de son scénario. Donc, tu es en train de dire, mettons, quand Chris Rock parlait, quand il faisait le réalisateur, c'était tout écrit. Tout est écrit. Moi, j'étais sûr que c'était tout du... 100% est écrit. Il n'y a aucune improvisation. Le seul qui s'est toujours essayé à faire de l'improvisation dans ses films, c'est Ben Affleck, puis il s'est toujours battu, dans le fond, pour qu'il arrête de faire ça. Ah, ouais. Parce que c'est, dans le fond, parce que Kevin Smith, c'est un dialoguiste. Donc, lui, là... c'est pas un grand réalisateur. Là. Ça sera jamais un grand réalisateur. Tu sais, Jay Silent Bob, c'est un film pipi-caca. Là. Tu sais, je veux dire, on va pas aller plus loin que ça. Par contre, si on va chercher le deuxième degré qui est en arrière de tout ça, c'est que c'est une critique sociale envers Hollywood. Ouais, beaucoup, et envers beaucoup. Les adaptations qui se font de différents produits. Parce qu'à l'époque, c'était les X-Men qui était le premier film de super-héros qui a marché. Oui. Et c'est ça l'histoire, c'est qu'ils prennent les personnages inspirés de J-Bob, qui s'appellent Bluntman et Chronic, qui sont dans le fond dans d'un comic book, et ça a été acheté par Miramax, qui décide de faire un film. Donc eux autres, ils décident d'aller là pour arrêter de faire le film, parce qu'ils veulent, dans le fond, récupérer l'argent qu'ils n'ont pas eu. Puis ils veulent arrêter de se faire troller par le monde d'Internet. Oui, ça, c'est une affaire, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est comme les premiers balbutiements d'Internet. Mais c'est ça, en 2001. Je suis quand même surpris que, justement, en 2001, ils parlent de troll, mais il semble qu'en 2001, c'était pas encore rendu aussi gros que c'est présentement. L'Internet a été lancé, dans le fond, au milieu des années 90, là, aux États-Unis. Là. En 93, 94, là, il y avait déjà plusieurs réseaux qui étaient établis. Puis dès 98, là, les America Online, les Yahoo étaient déjà fonctionnels. MIRC. Exactement. Toutes ces choses-là étaient déjà fonctionnelles. Donc, il y avait déjà le web. D'ailleurs, quand ils ont fait une pub pour Dogma en 1999, on voyait Jay et Kevin en train de faire une pub avec des bonhommes. Ben, ils parlaient du site internet de Kevin Smith en 1999 qui était www.viewasq.com, qui est encore ça d'ailleurs. C'est un des premiers. Moi, je dirais que c'est un des premiers à avoir un des premiers créateurs de contenu dans le contexte de ce qu'on voit aujourd'hui. Là. Numérique, pour dire. C'est ça, ceux-là qui ont tous des fans, puis qui ont des followers, puis des trucs comme ça. C'est probablement un des premiers, un des pionniers dans ce genre-là, parce qu'il parlait beaucoup avec ses fans. Il a toujours été en contact avec eux autres, de plusieurs façons, et puis autant par ses spectacles qu'il faisait, que par... Il répondait aux commentaires qu'il faisait sur Internet. Même le monde qui bâchait sur ses films, là, il répondait dessus. À un moment donné, il s'est battu. Voyons, il s'est ostiné avec Tim Burton au travers de 2 journalistes. Là. Comment ça, que Tim Burton disait que quoi? Parce que, dans le fond, si vous avez vu le Flash qui est sorti dernièrement, dans le fond, on voit où est-ce qu'il retourne, et c'est le film là, qui est sorti au cinéma. Okay, oui. Okay, il y a une référence où est-ce qu'on voit Nicolas Cage en Superman. Oui. Et bien ça raconte l'histoire que Tim Burton devait réaliser un film qui s'appelait Superman Lives, qui mettait en vedette Nicolas Cage. Dans le rôle de Superman. Exactement. Par contre, c'est que c'est Kevin Smith qui a écrit le premier traitement de ce scénario-là.
Ouais. Les premières Ça, je l'avais 50 lu. pages. Et lorsqu'il a écrit le scénario, après un certain temps, c'est Tim Burton qui a repris le projet puis qui a décidé de réécrire le scénario. Et là a commencé une guéguerre en disant que Kevin Smith disait, ben là, moi, tu sais, ça va sûrement être sombre, puis là, on verra rien, là, parce que ça va être un film de Tim Burton. Fait que là, évidemment, Tim Burton a répondu, ben de toute façon, toi, tu sais, je les connais même pas, tes films, puis tout ça. Fait que là, ça a commencé à dire à un moment donné, là, il se battait au travers de commentaires de journalistes comme ça, puis ça finit par dire, et Tim Burton a fini par dire, ben anyway, moi, je lis même pas de comic book. Et Pas là, la meilleure chose à dire. Ben non, quand tu Puis- réalises le film Superman... Puis ils viennent faire Batman. Ben, en plus, il venait juste de faire Batman. Fait que là, ça a comme fait. Bon, ben là, Kevin Smith dit, bon, j'ai plus rien à J'ai dire. plus rien à rajouter. Il s'est C'est bon, planté j'ai gagné, lui-même. merci. D'ailleurs, le film, si je me souviens bien, ben, c'est-tu Kevin Smith il avait été obligé d'écrire ça? Parce que j'en ai écouté un peu et tout, pas des evenings complets, je pourrais dire, mais des extraits. Puis, il n'y avait pas une araignée géante dans Superman qu'il a fallu qu'il rentre ça dedans. Puis finalement, quand le film s'est pas concrétisé, ben, l'araignée géante est revenue, mais dans Wild Wild West, avec Will Smith. C'est ça, en effet. Dans le fond, c'est une histoire rocambolesque. Écoute, Ouais. c'est que lorsqu'il a signé le premier traitement au complet, puis juste l'histoire de ce traitement-là est rocambolesque comme tel. Parce que quand il a signé une première version, on lui a demandé à toutes les semaines de se présenter dans un bureau de Warner Brothers, mais il y avait toujours une nouvelle personne dans le bureau qui se rajoutait. Puis là, il fallait qu'ils disent à chaque fois que eux autres, le scénario qu'ils avaient écrit, c'était de la merde, puis que son scénario était meilleur. Fait que ça a comme fait ça un peu, puis à un moment donné, ça s'est rendu jusqu'à temps que ils disent OK, on va te présenter le producteur, mais il est un peu extravagant. Oui. Fait qu'ils ont dit OK, pas de problème. Fait que là, il se rend chez le producteur, il dit là, j'arrive chez eux, j'avais l'impression de voir Ken en mode tennis de Ken et Barbie. Tu sais, il était habillé tout en blanc avec un polo blanc puis un chandail attaché avec un petit nœud par-dessus. Puis là, il me recevait dans sa grosse maison de Malibu, puis tout le kit. Fait que là, à un moment donné, il dit on commence à parler de Superman, puis tout le kit. Puis là, il dit écoute, il dit toi puis moi, on connaît Superman parce qu'il dit on a grandi dans la rue. Ben là, moi j'ai grandi dans une rue, là, mais j'ai pas grandi dans la rue. Pas dans la même rue, en tout cas. C'est ça, puis certainement pas dans la même rue que Superman. Fait que là, après ça, il dit, puis là, je pense que Superman, il va falloir qu'on s'entende quelque chose, là. Faut pas qu'il mette son uniforme, là. Il a l'air homo là-dedans. Et c'était un peu, là. OK, c'est bon. OK. Puis là aussi, je veux pas qu'il vole. Mais là, c'est quoi? Tu veux qu'il court pour se rendre à quelque part? Tu sais, c'est quoi, là? Il volera pas. Fait que là, tu veux pas qu'il vole. Tu veux pas qu'il ait son costume. OK, bon, c'est correct. Puis là, je voudrais que dans le troisième acte, ils se battent contre un ours polaire. Il dit, pourquoi un ours polaire? Parce que l'ours polaire est la créature la plus féroce du monde animal. Ben là, c'est un ours polaire. Il me semble que c'est pas trop Superman, tu sais. Fait qu'il dit, ben OK, c'est pas grave. D'abord, si c'est pas ça, ça va être une araignée géante. Mais il dit, pourquoi une araignée géante? Parce que l'araignée géante est la créature la plus féroce du monde insecte. Et, justement, parce que Kevin Smith a décidé de sortir de ce projet-là parce que ça n'avait plus d'allure. Et l'été suivant, est sorti le film Wild Wild West avec Will Smith, qui était produit par ce gars-là. Et dans le troisième acte, ils se battent contre une araignée géante. Donc, clairement, lui, il se foutait de quel film il allait mettre une araignée géante dedans. Mais c'est pas un mauvais film, par exemple, Wild Wild West. On fait une petite mini parenthèse, là. Moi, j'avais beaucoup apprécié ce film-là. Je l'ai trouvé drôle. Ça a mal vieilli, je pense, un peu. Ça m'a dit oui. C'est un sujet à garder en note pour un autre fois. Une prochaine émission. La chanson est vraiment bonne. Mais pour moi, ça s'arrêtait là. Mais non, mais La tu sais, chanson. J'ai écouté le vidéoclip, je pense que j'ai regardé le film. C'est correct, c'est du swag. Yeah. Mais ce qui est, tu sais, si on revient à J-Bob contre-attaque, moi, il y a plein de séquences dans le film que je trouve vraiment drôles, dont deux spécifiques. Oui. Où est-ce que les acteurs regardent la caméra? Donc, ils sortent de la diégèse de l'histoire. Il brise le quatrième mur. comme on Exactement. Donc, à 12 minutes, quand c'est Holden McNeil, qui est joué par Ben Affleck, dans le fond, il parle à J-Bob et leur dit, ben de toute façon, un film à propos de J-Bob,
Qui est-ce qui voudrait payer pour voir ça? Et les trois se retournent vers la caméra et Kevin Smith de faire un petit clin d'œil, évidemment. Puis, évidemment, à 1h05, donc quelques minutes après avoir vu les personnages de Reservoir Dogs qu'on voit, il se retrouve sur le plateau de tournage d'un film et il pense que c'est, dans le fond, le film qu'ils veulent essayer d'arrêter. Mais non, c'est un film avec Matt Damon et Ben Affleck qui jouent eux autres mêmes dans le film Good Will Hunting 2, Hunting Season. J'ai jamais compris le but du titre, mais c'était tellement drôle. Et c'est lorsque les deux sont en train de se préparer à leur séquence. Dans le fond, ils sont en train de s'insulter sur les films qu'ils ont fait l'un et l'autre. C'est vraiment drôle parce que tous les jeux de mots qu'on écoute, c'est vraiment... Ben Affleck insulte Matt Damon à propos de Talented Mr. Ripley. Oh, oui. Donc, ils sont tous en train de se planter de leurs films qu'ils ont fait. Et là, justement, Ben Affleck dit... T'es comme un enfant. Il dit, je te l'ai dit, tu dois faire un film facile, ensuite tu fais un film artistique. Mais ça arrive parfois que tu dois faire un film parce que tu dois une faveur à un ami. Parce qu'il dit que tu y en dois une. Puis là, les deux se retournent vers la caméra parce que justement, ils avaient fait Dogma, puis ils ont été pas... En fait, c'est que c'est grâce à Kevin Smith si les deux ont réussi à faire Good Will Hunting. Ah oui, comment ça? Ben oui, parce qu'il est d'ailleurs producteur exécutif, Kevin Smith, de Good Will Hunting, parce que c'est lui qui les a mis en lien avec Harvey Weinstein. Toujours des bons liens, ça. Ben bon, écoute, c'était le lien de l'époque, là, mais bon, disons... Mais tu vois, ce bout-là, qu'on parle, là, moi, c'est le bout qui m'a fait le plus rire du film. Moi, c'est son genre, ils tournent la scène... Et puis les autres, ils sont des doubleurs, ben pas des doubleurs, mais des personnages en arrière-scène. Puis là, à milieu de la scène, ils se rendent compte que finalement, c'est pas notre film. Fait qu'ils arrivent pour partir, puis là, ils se font repousser, là. Moi, c'est le bout qui m'a fait le plus rire. Quand ils sont en background? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, t'as la discussion qui se passe, puis là, t'es comme eux autres qui font, bon, ça va. On n'a rien à faire là, c'est pas nous autres. Ça revient à la caméra revient, puis ils se font pousser, là. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Mais celui-là qui les pousse, c'est qui? Non. C'est le producteur Scott Mosier. Le vrai de vrai producteur. Exactement, qui fait un caméo, puis qui dit « Hey, je veux pas que vous parliez ni l'un ni l'autre, spécialement toi, en parlant vers Bob. » Il parle déjà pas. Mais c'est ça, on en a parlé un peu tantôt, là, mais c'est un film de justement totalement de caméos. Des caméos, il y en a à tonnes dans ce film-là. Là. Mais si vous avez, dans le fond, c'est régulièrement comme ça. Dans tous ces films? Dans Dogma, c'est la même chose. Il y a plusieurs, tu sais, on a mais seulement... Est-ce que c'est la même chose tout dans ces films plus sérieux, tu sais, comme disait le film d'horreur, ou pas tant? Un peu moins, ben oui, parce que si on prend Tusk et, dans le fond, le film qui a suivi, on a Johnny Depp là, qui fait un inspecteur de la Sûreté du Québec. Ben oui. Dans Tusk et dans... je me rappelais pas, là, parce que je veux dire le film qui a suivi. Dans le fond, c'est... Tusk, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça. Tusk, c'est milieu des années 2010, là, 2012, okay, 2014, quelque chose de même. Voyons, c'est Hogers. Ok, ouais, je pense. Ouais. Je pense que c'est quelque chose comme ça. En tout cas, j'essaie de me rappeler parce que là, je ne l'ai pas su. Mais tu sais, que dans Tusk, parce que la fille de Kevin Smith et de Johnny Depp vont à la même école. Elle a la même école. Ils étaient des amis, ils étaient tout ensemble. Et lorsqu'il est en train d'écrire Tusk, à un moment donné, ça y arrivait de croiser Johnny Depp qui allait chercher sa fille. À un moment donné, il dit « Hey, ça te tenterait-tu de faire un rôle dans mon film? Tu jouerais un inspecteur... c'est un inspecteur qui aurait un accent français un peu. » Guy Lapointe. Guy Lapointe, exactement. C'est le nom de son personnage. Qu'est-ce que Pointu va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était vraiment particulier parce que là, à un moment donné, à cette époque-là, Johnny Depp est en train de tourner Les Pirates des Caraïbes, ou en tout cas, il tournait à Montréal. Et il rencontrait beaucoup de francophones. Donc, il s'est comme construit un accent français. Man, Johnny Depp a l'air d'un imbécile. Complètement, là. Mais dans ça, le deuxième, c'est vrai, c'est la suite, c'est Yoga Hogers. Ouais, c'est ça. Dans le fond, qui est les deux personnages secondaires de Tusk, qui sont devenus les personnages primaires d'un autre film qui a suivi, qui est en fait la fille de Johnny Depp et la fille de Kevin Smith. Mais c'est ça, c'est que là-dedans, il est vraiment drôle parce que c'est ça, il dit, à un moment donné, quand il se présente, il dit
I am an inspecteur de la Sûreté de Québec. My name is Guy Lapointe. Mais c'est vraiment, c'est très surjoué. Ouais. Mais dans le contexte de ces films-là, c'est très drôle. Puis moi, c'est là-dessus que je viens souvent me rechercher dans la plupart de ces films. C'est que oui, c'est très extravagant, c'est très gros dans certains cas. Mais le message, ce que les personnages disent, c'est pas stupide. Dans le sens que oui, c'est des blagues, mais c'est souvent des jeux de mots puis des entourloupettes sur la culture populaire qui sont souvent très poussées, là. Parce que, tu sais, dans le contexte de Yoga Hosers, ben, c'est un peu une espèce de si on veut, de critique de toutes les true crime puis de ces affaires-là, Okay. des choses comme ça. Donc, il passe un message au travers Dogma, là. C'est vraiment un Mais c'est message. quoi le message dans Jay and Silent? Ben, c'est le message de des les adaptations. producteurs, ouais, c'est Des ça. adaptations. Puis, quand tu as fait Jay and Silent Bob Reboot, qui est sorti en 2019, ben ça, dans le fond, ils font exactement la même chose. Ils essaient d'empêcher. Ils veulent arrêter le remake du film qui était dedans, fait qu'ils retournent à Hollywood une deuxième fois. Mais tu sais, encore là, il fait une critique, pas des adaptations, mais des remakes, des reboots. Puis ils ont une discussion justement avec un des personnages de Mallrats. Là. Mais par rapport à ce que tu dis, est-ce que ça se pourrait quand même que ce soit aussi son point négatif du film? D'avoir un public tellement cible que ça fait en sorte que n'importe qui, comme exemple moi qui le regarde, je n'ai pas apprécié ce film-là. Eh bien, oui. Je dirais que une oui, question. parce que... Je vote! Parce que si on me pose la question à qui s'adresse ce film-là, Ouais. ben, il s'adresse aux fans de Kevin Smith. C'est tout. Mais se pourtant, limite ça a là. été son film le plus populaire au box-office. Ben Si je me oui, trompe mais pas. le plus parlé, c'est Dogma. Celui-là qu'on en a parlé le plus. Puis que celui-là que tu pourrais dire probablement que les gens connaissent le plus, même si c'est lui qui a fait la meilleure performance au box-office, c'est probablement Dogma qui est le plus connu. Puis Dogma, il est pas dans son univers. Ou il est encore dans le même univers? Dogma, mettons? c'est dans le fond, c'est l'univers de... C'est parce que il se passe quelque chose. C'est que après Chasing Amy, il y a une histoire qui amène Jay et Bob, dans le fond, en Illinois. Parce que l'histoire de base, tu sais, la clinique, là, où est-ce qu'ils trouvent la fille dans Dogma, mais ça se passe en Illinois. Tu sais, elle qui travaille dans les cliniques de voyons. Tu vois, ça, c'est un autre film que j'ai jamais vu. Fait que j'ai. Moi, je l'ai vu quand il est sorti. Je me rappelle juste que je pense que Jésus ou Dieu est une femme, là, quelque chose comme Ben, ça. c'est La- Alanis Avec Morissette. lui, c'est Alanis Morissette. Ouais, Il c'est y a ça. tellement, tu sais, là, depuis qu'on parle depuis tantôt, là, je comprends qu'il y a tellement de préalables avant d'écouter ce film-là. Là. Ben- Ça a comme pas de bon sens. On dirait qu'il faut aller écouter la filmographie complète de Kevin Smith, puis là, tu vas apprécier Puis Jane tu sois Bond. en amour sur Ben, chacun il faut des que t'aimes. chapitres aussi. C'est là. ça, puis là, il faut Absolument. que tu catches tous les niveaux, puis tous les levels. Man, il y a c'est un cours universitaire à prendre avant d'écouter ce film-là, j'ai l'impression. Parce que pour vrai, tu peux pas faire une écoute et faire comme, hey, c'était un excellent film. Pas Parce que celui-là, non. C'est tellement pitché partout, je trouve. Là. Absolument. Eric, je sais pas, là, moi j'ai Ben, trouvé ça. Là, Écoute, il y avait quand même plusieurs bons gags dans le film. Pour vrai, moi, j'ai quand même souri plusieurs fois. Cependant, quand ça se mettait à se parler ensemble de qu'est-ce qui se passait dans le passé, je suis complètement perdu. Complètement perdu. Je connaissais pas, je comprenais pas, je savais pas qu'est-ce qui se passait. Moi, briser le quatrième mur, là, c'est illégal. C'est une illég- c'est un c'est un blasphème. C'est un brigand! Quand j'ai entendu la question, puis là, je les ai vus à peine tourner leur tête d'un degré, j'ai regardé ma conjointe, puis j'ai dit, pas vrai, Hey. pas vrai, là, come on, là. Mais, il y a quand même... C'est plate parce que sur ce film-là, il y a tellement... On va dire, il y a plein de petites sous-histoires qui sont excellentes. L'histoire de toutes les clits... L'histoire du clit. Ouais. OK, parlons du clit. L'histoire du clit, j'ai trouvé qu'elle était excellente. Je trouvais que c'était justement un péripétie qui fonctionnait. C'était parfait. L'histoire, à la raison pour laquelle ils partaient, ça fonctionnait parce qu'ils sont stupides. Ils essaient d'empêcher le film qu'ils vont leur donner de l'argent. Vous êtes câbles, les gars, laissez-le le faire. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ça, il y avait des bonnes choses, mais il y avait tellement de mauvaises choses et tellement de jokes pipi caca que à un moment donné, ça me bourdonnait dans mes oreilles de arrêter. Combien de temps qu'il reste? Mais il reste c'est ça, un film 5 de ans. son époque aussi. Là. Absolument. Parce qu'il y a. Mais quand on l'avait écouté dans les années 2000, là, quoi, ça a sorti en 99, 2001. 2001? Ouais, quand on l'avait écouté en 2001, ce film-là,
c'était pas si mauvais. De mémoire, il était pas si mauvais. J'étais content de le réécouter. Et quand j'ai dit à ma conjointe, on écoute ce film-là, elle était contente. Ah ouais, ok. Puis après 20 minutes, elle était plus contente. Il était fâché. Ouais. Mais tu vois, moi, je pense qu'on aurait la même réaction en réécoutant American Pie. Non. Je réécoute encore de temps en temps American Pie. Ah, moi, c'est tout aussi drôle. Mais la musique, tu sais, American Pie, c'est comme là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais c'est parce C'est qu'il la y a une musique pour moi, American Pie. Oui, c'est la musique, mais il y a quand même toute une histoire de quelqu'un qui essaie de perdre sa virginité dans American Pie. Il fail tout le temps. Mais ça, c'est pas une connexion avec d'autres films American Pie. Je pense que le seul caméo qu'il y a dans le film, c'est Blink-182 là, qui joue de la musique. That's it. Tu sais, mettons, la référence à American Pie, c'est que c'est le premier film ado restricted aux États-Unis. Mais tu peux comprendre parce que c'est une situation que beaucoup de gens ont vécu. C'est ça, Fait que, tous tu les te gars passent par reconnais cette là-dedans, partie-là, une année où je dois prouver mes valeurs, on va dire ça, puis les autres gars ont réussi cette étape-là, on va dire, de la vie, puis moi, ça arrive pas. Puis ça arrive pas d'une manière spectaculaire, là, tu sais, c'est pour ça que moi, je pense qu'American Pie était un bon movie, mais encore là, c'est un autre sujet. Et que malgré le fait que ce film-là a des très 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 bonnes blagues, à mon avis, je pense que la joke qui me fait le plus rire, c'est la joke la plus banale du film. Il rentre dans un autobus. Ah, puis ils n'ont pas de ticket. Puis il sort de l'autobus. Puis c'est vrai, quand on était enfant, on pouvait prendre l'autobus gratuitement tous les jours pour aller à l'école. Pour vrai, j'ai regardé ma blonde, je dis, ils sont vraiment caves. Ça m'avait fait rire. Mais c'est tellement. C'est enrobé de caca. Le gâteau est enrobé de caca que t'es. Ben, dans Dogma, il y a un monstre en caca. Oui, c'est vrai que c'est c'est vrai. Hey, j'aurais dû écouter Dogma, par exemple. C'est tellement un vieux film. Tu sais, moi, ma scène préférée de Jane and the Bob Strike Back, ça reste quand ils se sont fait voler le chimpanzé et que on voit à l'arrière du camion que le gars il parle, il est marqué Critters of Hollywood. Et là, Jay dit: qu'est-ce qui peut être parti avec ça? Où est-ce qu'ils vont aller? Comment est-ce qu'on fait pour le retrouver? Et là, Bob fait: ouais, là. Est-ce quoi? La première fois qu'il parle pour vrai dans le film. Jamais rien. Puis là, il pogne par le collet. Puis là, il dit: voyons, derrière la voiture, il est écrit les créatures d'Hollywood, you dumb fuck. Puis là, il le relâche. Il dit de dire: ben, say it, don't spray it. Donc, crache-moi pas dans la face. Nous interrompons l'épisode en cours pour vous parler de notre partenaire, la brasserie, la microbrasserie Wick Station. Wick Station, ben, c'est bien plus que de la bière. C'est aussi un resto-bar qui est situé à Warwick. Oui. En plein milieu du village. C'est un menu pub qui est assez fantastique, hein, Will. Il y a vraiment une variété. C'est inspiré là, des produits du terroir là, dans le menu. Oui, moi justement, la dernière fois que je suis allé, j'ai essayé pour la première fois le burger Wick, du même nom que la station. Et puis, c'est avec la brisquette. Puis pour vrai, ils ont de la poutine aussi avec la brisquette là, puis la brisquette a quelque chose, elle a une saveur que je vous dirais donne le goût d'y retourner assez souvent. Ça donne le goût d'y retourner. Moi, une de mes découvertes, ça a été vraiment, c'est une dry stout, une bière noire qui s'appelle la Fatima, à 3,5 degrés d'alcool. Franchement, là, ça compétitionne fort avec la Guinness, là, même que ça l'abat facilement. C'est fantastique comme bière. Quand même, puis en plus, c'est un nouveau, tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que ça existe, la Wick Station. Non. Puis ils réussissent à compétitionner justement avec la Guinness, je trouve ça impressionnant. Ah oui, franchement, là, puis tu sais, dans le bar aussi, ben, le resto pub, ben, c'est de la musique aussi, c'est des spectacles. Alors vous pouvez aller voir ça aussi. Les shows d'humour, là, c'est vraiment les shows d'humour, effectivement, donc on vous invite à aller voir. Les bières sont disponibles partout au Québec, évidemment, dans les dépanneurs, différents points de vente. On vous invite à aller liker leur page Facebook, aller visiter leur site web à wickstation.com. Ouais, tout nouveau au site. Tout nouveau et beau site web. Alors, merci beaucoup à la Wick Station de nous encourager. Et nous, ben, on retourne à l'épisode. Mais justement, je sais pas si vous l'avez écouté en anglais ou en français. En anglais. Toujours en anglais. Je voulais le réécouter à la base. Quand on l'avait écouté probablement qu'on l'avait écouté en français. Ben moi c'était ma première écoute. Merde, tu te rappelles de ça, au début du film là? Ben, c'était ma première écoute. Blablabla. Et moi il est en anglais. Fait que, tu l'avais écouté en anglais dans le temps? Non, je l'avais pas écouté. Tu l'as écouté là? Okay, c'était ma première écoute. Ben ça, tu l'avais écouté en français ou en anglais toi dans le temps? Je l'ai jamais écouté.
Oh boy, C'était ma ok. première Donc on a écoute, deux c'était premières il y a, écoutes, une semaine. réécoute, Ah, puis ouais. un fan. Ouais, Ok. carrément. Ouais. Vous comprenez quand il parle? Ben, Quand bizarrement, moi, c'est avec le temps, puis je pense que c'est en te connaissant que ça a fait que tu m'as fait découvrir Kevin Smith. Puis récemment, il a sorti un film là, de le 430 movie. Ouais, là. The 430 Movie, c'est son film le plus récent. Ouais, c'est ça. Puis Puis là, il il est a. tourné dans son cinéma à lui. Ah. Tu vois, je savais pas ça. Dans son studio? Non, le cinéma qu'il a acheté à Red Bank au New Jersey. Il a acheté une salle de cinéma. Puis il l'a tourné là. Il la rentabilise, genre. Ah, Ben, ouais. il l'avait acheté parce que c'était là qu'il allait voir les films avec son père quand il était jeune. Puis elle allait fermer. Fait qu'il a décidé de la racheter. Puis il l'exploite depuis ce temps-là. Mais c'est ça, c'est qu'il a fait une tournée médiatique pour ça. Ouais. Puis, écoute, dans les derniers mois, j'ai pogné, je pense, 4-5 vidéos de Kevin Smith qui expliquent, genre, tu sais, les fameuses vidéos YouTube où ce que, genre, les questions qui sont écrites sur YouTube pour Kevin Smith. Puis là, c'est genre, quel âge Les de questions Kevin Google, Smith? mettons, Ouais, c'est là, ça. Ouais, c'est ça. Oui, il se fait poser des questions. Puis, crime, à chaque fois, normalement, tu sais, c'est une vidéo qui dure 5 minutes. Lui, ça dure 35 minutes, genre. Et parce que, genre, il part, ok, voici la raison pourquoi ça. Puis là, il part, puis puis là, à chaque fois, je le trouve vraiment fascinant. Mais tu sais, comme je dis, genre, à part Zach et Mary font un porno, je pense, j'en connais. Ben, je pense que j'ai vu le film avec Bruce Willis aussi. Cop Out. Cop Out. Qui est flic, duo de flics, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Avec, c'est qui l'autre acteur? Avec Tracy Morgan. Ouais, Tracy Morgan. Mais c'est ça, je connais C'est dans beaucoup dans Kevin ses derniers films où il pouvait parler encore, hein, me semble. Que pas longtemps après. Là, Oh non, il en a fait d'autres après. Là. Ouais, oui, il en a fait plus. Tracy Ouais. Morgan, ça? Non, Bruce Willis. Oh, il en a fait pas mal après. Après ça, là, Oui, ouais, parce que Cop me semble Out, que dans Cop Out, Out, c'est tu- 2006. Il a fait les Die Hard après, les deux, Oui, il a les fait. deux suites. Ben oui, non, il a Ah fait non, avant. arrête. Avant. Ouais, c'est ça, c'était avant. Ah, là, ok. c'est Oui, parce que c'est là qu'ils se sont rencontrés. Dans le fond, Oui, t'as raison, dans le Die Hard Free or 3. Die Hard, parce que quatre. Kevin Smith a un petit rôle. C'est lui qui joue, Warlock, qui est l'ami Ouais, le du nerd. personnage de Justin Long. Ok, parce que honnêtement, tu me dis un mot, enfin une autre parenthèse. Dans ce film-là, Bruce Willis n'a vraiment pas l'air d'avoir envie d'être là. Mais non, puis d'ailleurs... C'est terrible. mais, Ça pue tout le long du film. ben, Tu le regardes, t'es comme, my god, qu'est-ce qui C'est, se passe? si je me trompe pas, c'est dans celui-là. Non, je pense que c'est dans le troisième A Three Evening with Kevin Smith. Il raconte le tournage, puis comment ça s'est passé. Puis Len Wiseman, qui est le réalisateur, c'est lui qui aussi a fait le premier Underworld, entre autres. Là. Ça a l'air que c'est un cauchemar, ce film-là. Parce que, dans le fond, la séquence qui devait tourner, où est-ce que Kevin Smith était dedans, ça devait être, normalement prendre une demi-journée, puis ça a pris 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été le foutoir total. Premièrement, quand ils sont arrivés sur la séquence, les plans étaient déjà tous déterminés. Alors, premièrement, Bruce Willis est arrivé comme avec 4 heures de retard sur le plateau, la première journée. Mais c'est Et- ça, t'en as parlé et tout de. Oui, parce que dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a deux, sur un plateau de tournage, quand Bruce Willis il est là, il y a le Time et le BWT, qui est le Bruce Willis Time. Donc, lui, il arrive à l'heure que lui arrive, puis il dit, quand il arrive, il dit, on dirait qu'il arrive comme si c'était une émission, puis qu'il arrivait au ralenti. Quand il est arrivé sur le plateau, là, il Ouais. dit, on dirait qu'il y avait des spots sur lui quand il arrive. Puis tu sais, il arrive avec une démarche. En là. slow-mo quasiment? Ouais, c'est ça. Puis il dit, quand je l'ai vu la première fois arriver sur le plateau, j'avais l'impression qu'il y avait des follow spots sur lui. Puis que tu sais, ça le suivait. Puis que c'était vraiment. Il y avait des comme ça. caméras behind the scenes déjà C'est quelque part. Bruce Willis. Ben, Je veux dire, tu peux pas être plus Bruce Willis que Bruce Willis. Ouais. ben, Tu dois l'être, tu l'incarnes. pour moi, Bruce Willis, c'est John McClane. Ouais, aussi. John McClane. C'est un gars simple. John McClane, supposément. Mais c'est ça, puis finalement, lorsque le tournage a commencé, après deuxième prise, Bruce Willis dit cut. Il dit on coupe ça. Il dit pourquoi est-ce que moi. Il dit pourquoi est-ce que John McClane est obligé de marcher pour aller se rendre jusqu'à lui? Pourquoi c'est pas lui qui se rend jusqu'à moi? Ben là, Len Wiseman, il dit ben c'est parce que là mes shots sont préparés comme ça. Il dit non, on change ça, Len, ça marche pas là. Il dit refais ça, là, je sais que t'es capable d'arranger ça. Là, Ok. il dit ok, c'est beau, pas de problème. Il dit ben là, il dit, on arrête le tournage pour aujourd'hui, puis on refait toutes les. Puis à chaque fois, il y avait On une fait tout affaire le de même. découpage technique. Puis là, à un moment donné, ça s'est rendu jusqu'à temps que il y a un exec de
Poignée Century Fox qui est là, qui a appelé, il dit là, ça n'a pas d'allure, là, on brûle de l'argent, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, Len dit, ben moi, j'ai pas le choix, là, c'est lui, là. Fait que là, à un moment donné, Bruce Willis dit, give me the phone. Il prend le téléphone, il dit, c'est quoi votre autre choix pour jouer John McClane? Ok, c'est beau, on fait comme j'ai dit. Et fait que c'est là qu'il a commencé, que lui Kevin Smith avait déjà une opinion très élevée de Bruce Willis, a descendu assez rapidement, merci. Ouais. C'est souvent ça, des fois, dans des contextes comme ça, je pense que certains réalisateurs, ou on peut avoir une vision d'une personne, puis c'est pas ça dans la réalité, mais ce que je peux vous dire, pour avoir rencontré Kevin Smith plusieurs fois, c'est la personne la plus gentille que j'ai jamais vue de toutes les vedettes que j'ai rencontrées. C'est ça, parce que tu l'as rencontré plusieurs fois, toi. Oui, en effet. Là, j'ai même parlé à un moment donné dans une visioconférence où est-ce qu'on parlait de nos barbes. Puis c'était un concours que j'avais gagné puis que j'avais réussi à me rendre. Quand dans Jay and Silent Bob Reboot, ben, je l'ai vraiment rencontré. J'ai jasé avec lui. Puis, tu sais, dans la première fois que je l'avais vu, c'était dans le contexte de Juste pour rire. Et puis, il est venu une couple de fois, je pense, pour Juste pour rire. En effet, il est venu, dans le fond, il est venu seul, il est venu avec Jay. Il était venu au Comic-Con de Montréal, mais en fait, il devait être en 2013, il devait être là les deux. Mais c'est au moment où est-ce que il avait arrêté de voler à cause que il avait été sur un avion. Puis à cause qu'il est gros, lui, à l'époque, il devait acheter 2 sièges. Mais quand il est arrivé sur l'avion, il en restait rien qu'un. Tant que ça? Ah, il faisait pas 350, certains, il devait peser au-dessus de 400 livres. Ben ouais, donc, parce que... Ben, pas là. Pas dans le film, là. Non, pas dans le film, après. Mettons, 10 ans après, il était à 400. Pas 10 ans, mais pas loin. Mais il était là, il devait être... On va aller voir. Je suis curieux. Dans ce film-là, il n'y a rien de gros, là. Non, à moins qu'il le cache excessivement bien. Ça bien. paraît pas avec c'est ça, avec les grosses chandails. Il faisait exprès pour s'habiller avec du gros linge pour pas que ça apparaisse. Ouais, mais quand même, quand tu arrives à un certain point, je veux dire, ça se cache plate à plus, dire, c'est ça, t'as les mains potelées, t'as du gros qui se met ici, là. Mais il y a une barbe. Ah oui! C'est dommage que j'aille pas. Faudrait que je retrouve ma photo sur Facebook, là, mais je vous montrerai la photo. Là. Écoute, juste parler, il suait. C'est pour ça qu'il parlait pas dans le film. Non, en fait, la raison pourquoi il parle pas dans ses films, c'est que il voulait être quand il a fait Clerks, il voulait juste faire une apparition au départ, mais comme s'il dit, moi je suis pas un bon acteur. Donc, il dit, je vais me faire un peu à la Marcel Marceau, puis je vais être juste celui-là qui est là pour... du soutien, l'acteur exactement, soutenir l'autre. Puis, en fait, si on regarde comme il faut des séquences de Clerks, il commençait à être gros, là. Ouais, j'avoue que là... Quand même pas si pire. Ah, ben non. Non. Là, puis regarde, là, c'est ça, c'est qu'il a l'air d'avoir des petites pattes, mais elles sont pas petites, ces pattes, là. En tout cas... Pour l'avoir rencontré, je te dis, il était énorme, puis pour l'avoir vu après... Dans le fond, quand dans Jay and Silent Bob après, là, là, j'étais capable de le prendre comme ça. Tu sais, avant, je me rendais même pas à moitié de son dos. Ouais. Puis le Reddit, t'as peu, j'ai un Reddit intéressant, une petite l'évolution. Ben, regarde, là, ça c'est à peu près qu'est-ce qui est rendu maintenant. Là. Oups, là, ça marche Puis, plus dans tout. Là. Puis le pire, c'est que il aurait pu mourir sur scène. Ah ouais, c'était sur scène qu'il a fait son effectus? Ben, ouais. c'est juste après entre 2 spectacles, il est allé dans le fond, puis on voit ce spectacle-là, on voit comme là, quand on l'écoute au complet, à la fin, on voit qu'il commence à suer de plus en plus. Ok, parce que c'était filmé, genre? C'était filmé. Donc, juste après ça, il s'est retrouvé à l'hôpital. Puis quand il était à l'hôpital, dans le fond, c'est là qu'il a raconté que... c'est le médecin qui a dit c'était en train d'avoir un infarctus. Là. là. Hein? Mais, tu sais, moi, je dirais que dans le cas de Jay and Silent Bob, c'est pas mon film préféré de lui, mais c'est un de ceux-là que je trouve le plus drôle. Parce que tu as les références. Exact. Puis, tu sais, on parlait tout références des films, mais je pense qu'il y a beaucoup de références au milieu cinématographique. Énormément. C'est pour ça que je dis, c'est que c'est une critique envers le milieu comme tel. Parce que, mais ça mettait un amour vers le... Ben oui, parce que c'est un amoureux du cinéma. Ouais, donc, il fait une critique. C'est une relation amoureuse qu'il a toujours eu avec ce milieu-là. Parce qu'il a toujours été un peu à l'extérieur, mais il gravitait autour. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'il a toujours gravité autour de ce milieu-là. Puis, bizarrement, quand il a fait son infarctus, ça l'a ramené complètement dans la culture populaire. Mais ça doit être le genre de film que Hollywood aime beaucoup.
Puis tu sais, clairement, il y a une appréciation de ce gars-là parce qu'au nombre de caméos qu'il est capable de regrouper, là, clairement, il est aimé Quand tu parles d'Hollywood, tu parles c'est comme personne, c'est que les gens l'aiment lui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que probablement que le film doit avoir une twist où dans le milieu, là, comme les Denis de Relais dans l'humour, dans le milieu, il aime bien Denis de Relais, mais dans le grand public, ça a été long avant que ça parte. J'ai l'impression qu'il est dans le même genre de zone, lui. Dans le sens qu'il fait un film où il critique le milieu, mais que le milieu va avoir plus de fun à regarder ça parce qu'ils connaissent le milieu, puis ils vont avoir du plaisir, puis ils vont l'apprécier plus que genre moi. Mais, pas dans le milieu. mais tu sais, puis je l'ai vraiment apprécié. T'as pas apprécié ce film-là, hein, de mémoire. Là. Peux-tu avoir ton commentaire là-dessus? Ben, écoute, moi, ma scène préférée du film, là, c'est ultra basique. Là, c'est quand il tourne le coin et qu'il rentre dans le faux décor. C'est ce qui m'a fait le rire le plus. Mais c'était vraiment bon, par C'est exemple. drôle. Ouais, mais c'est la seule affaire que je vais comme. Oh, là-dessus, là, j'ai été surpris, là, mais. Une autre scène c'est ça. dans le fugitif, ben, tu sais, l'hommage aux fugitifs que sont dans un égout, puis là, il faut qu'ils sautent. Ah oui. Puis là, ils sautent, mais ils se tiennent après un poteau, puis là, t'as Will Ferrell qui tombe, puis lui, il se... Ah, tabarouette. Je me sais d'avoir. Ouais, c'est quand il arrive, juste après, justement, cette fête sacrée en bas de la voiture de la nonne Carrie Fisher. Parce que c'est ça, en plus, c'est quand on parle de caméo incroyable. Écoute, t'as Mark Hamill qui fait la voix de Scooby-Doo, Ouais. puis qui fait Cockknocker. Une espèce de clown fucké. Là. Je sais pas Ouais, si à la fin, qu'il y a un dildo laser à la fin. Là. Ouais, ça, il y a un drôle de costume coloré. Ouais, il s'appelle Cockknocker avec un gros point. Puis tu vas peut-être avoir la référence. Ça a-tu un hommage avec son personnage qui jouait dans Flash? Oui, absolument. C'est ça, hein? Pas la nouvelle série, mais la vieille série des années... Mais tu sais, c'est un... Il a pris 80, cette affaire-là, puis mélangé avec l'univers de Bluntman and Chronic. Parce que c'est vraiment ça, tu sais, lui, c'est un... Voyons, le Cockknocker, son laser, son épée laser, c'est un dildo laser. Puis voyons, l'épée laser de Bob, c'est un bong. Oui, ouais, c'est ça, puis à un moment donné, il fume. C'est ça, garde, c'est ça, exactement, Cockknocker avec son gros point, parce que pourquoi est-ce qu'il l'appelle Cockknocker? C'est ce que Jay demande, puis là... Là, justement, Jay, lui, à ce moment-là, il y a un double laser bong, comme Darth Maul, dans The Star Wars, mais justement, à un moment donné, il s'arrête pour prendre une puff, il continue. Puis ça, c'est lui qui l'a improvisé, c'est la seule improvisation du film. La puff? C'est Jay qui a pensé à ça, de dire, il devrait s'arrêter pour prendre une puff. Là, Kevin Smith dit oui! Mais parlant d'improvisation, justement, là, on parlait tantôt de Will Ferrell, là, on sentait qu'il n'était pas nécessairement lui-même dans ce film-là. Ça se sentait, hein? Ça se sentait qu'il y avait des contraintes à l'entour de lui. Que, on s'attend toujours à ce qu'il explose puis qu'il fait quelque chose de complètement stupide. Puis finalement, c'est comme, ce qu'il dit, c'est très écrit. Mais fait que je pense que ça confirme vraiment ce que tu disais. Là. Il n'y a pas tant d'improvisation dans ce film-là. Ben, en fait, dans à peu près aucun de ses films, il y a de l'improvisation. Parce que c'est vraiment... Si on regarde, puis si on lit ça, c'est le scénario. J'ai le scénario de Jay and Silent Bob Reboot, puis c'est textuellement ce qu'on voit dans le film. Ah ouais? C'est à la lettre près. D'ailleurs, même dans Clerks 3, il fait une référence. Parce que dans Clerks 3, son personnage, Randall, qui, dans le fond, a une crise cardiaque, puis décide de faire un film, qui est encore là une référence à son premier Clerks. Et puis, dans cette il fait des références tout le temps sur référence sur référence. Fait que, si on revient avec ce que tu disais, je dirais plus que... c'est tout le temps... Faut que tu sois fan. À chaque fois que tu écoutes un film de lui, faut que tu sois fan. Tous ces films, parce que... je dirais... à part... C'est quoi l'entrée, là? C'est quoi la porte d'entrée, mettons, de son univers? C'est Clerks. Fait qu'à partir de ça, là, tu peux comme te déployer et dire là, je vais apprendre l'univers. C'est quand même dur à embarquer dedans parce que Clerks, c'est quand même un film en noir et blanc qui a été fait en des années 94. Ben, on l'a dû tourner en 93 à peu près, dans ce coin-là. Fait que tu sais, c'est pas adapté pour tout le monde. Non, puis c'est tourné dans le fond en 16 mm avec dans le fond un contexte d'éclairage que c'était des néons. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont tourné en noir et blanc, parce que les couleurs marchaient pas. Les couleurs fonctionnaient pas. Tu vois, je l'ai su, ça. Dans les vidéos qu'on écoutait sur YouTube. Donc, tu sais, c'est... Fait à partir du moment où est-ce que, tu sais, si mettons, t'écoutes Clerks puis t'embarques pas, ben va pas plus loin. Ça serait ça, finalement. Oui, parce que tout est là, tout le début de son univers bizarrement éclectique
Tu sais, le microcosme des gens qui gravitent autour d'un dépanneur. Tu sais, les deux poteux. Tu sais, t'as les deux gars qui travaillent dans le dépanneur qui veulent pas être là. Tu sais, une des phrases tellement drôles, c'est, tu sais, cette job, ça serait tellement le fun si c'était pas des clients. Mais tu sais, c'est du service à la clientèle. Tu sais. Non, c'est ça. Indeed. Évidemment. Là, je vais peut-être juste une mini-note. Je sais pas où ce que tu allais, Will, là, mais je pense. Puis la meilleure phrase du film est pas dans le film. Ah Je non? vous explique pourquoi. Tu sais, pendant tout le film, il y a beaucoup de références homophobes. C'est ultra présent aussi. On en a pas parlé, là, mais c'est vraiment tout le long du film. Ça, c'est dans les choses là, que je disais que ça a peut-être mal vieilli. Ça a peut-être mal vieilli, mais en même temps, je me suis dit, qu'il doit y avoir un deuxième degré à quelque part. Il y a sûrement quelque chose. Puis ce quelque chose-là, on le retrouve complètement à la fin du film, dans les credits, parce que j'ai regardé les credits. Oui. Oui. Puis dans le credit, on vient indiquer que il n'y a aucun... Je pense que j'ai touché quelque chose, là, je l'ai brisé. Mais on vient indiquer que tout le monde qui aurait des propos homophobes de quelconque façon, c'est tous des imbéciles. Fait que je fais comme, ok, là on dirait que c'est comme à la fin du film, j'ai compris que il y avait vraiment beaucoup de deuxième et de troisième degré. Et mais ils l'écrivent à la fin des credits, complètement à la fin. Mais Aucun gay a été blessé. Mais non, mais c'est parce qu'au début de Dogma, il fait un disclaimer du même genre où est-ce que il parle des adeptes du platypus, qui est un des livres du Premier Testament, puis parce que ça a un lien dans justement Dogma. Puis là, ben, pendant qu'il écrit, il dit ben là, c'est vrai, excusez-moi, je voulais pas insulter ceux-là qui croyaient dans ça. Puis là, il arrête pas de dire ok, je m'excuse d'avoir fait la référence de. Puis il fait plein de trucs de ça. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que toutes les jokes de gay que Kevin n'a jamais faites, là, ben il est toujours allé les compter à son frère qui est gay. Fait qu'il est allé les valider. Il se À valide chaque bien. fois, et s'il dit si mon frère rit, c'est que c'est drôle. Puis généralement, c'est pas ces gens-là qu'on blesse. Hein? Je dis ça de Ouais. même. Ben non, mais il tente pas de blesser. Tu sais, c'est ça. Non, c'est mais pour tu sais où est-ce que ça vient au premier degré? Des fois, il y en a qui arrêtent premier degré aux blagues, puis là-dedans, il y en a un genre puis un autre. Là. Ben oui. Mais après ça, souvent, c'est pas ces gens-là qui sont visés par la blague directement qui sont blessés. Souvent, c'est les gens autour qui viennent faire Avec des ce boules que de tu viens neige. de montrer, là, ce qui On fait est la content. critique réelle, là, la critique est envers ceux-là qui font des blagues réelles contre. Ouais, c'est C'est ça. ça. Alors que- ciblé à, c'est puis ça, de tu sais. façon, intention méchante de blesser, ça. Tandis que, tu sais, les références qu'il fait dans le film sont beaucoup plus ludiques, comme à un moment donné, justement, le bout où est-ce que je parlais, où est-ce que il fait, tu sais, ils font comme mimer d'y faire une fellation. Mais après ça, Jay, il regarde Bob et il dit « Je peux pas croire, tu m'aurais vraiment fait une fellation. » Puis là, Bob, il dit... Puis après ça, quand il part, il se revient vers la caméra. Ouais. Sûrement, ouais. Les grosses chances. Justement, à travers le film, c'est quel a été votre personnage favori, finalement? Eric? Et Bateau, personnage favori là-dedans. Moi, je vais être obligé de le dire encore une fois, là, c'est les 4 filles. C'est Les Evil Charlie's Angels. Moi, je les appelle de même. Ouais. C'est vraiment genre des Charlie's Angels, mais méchantes. Qui étaient Eliza Dushku, Ali Larter, Jennifer Schwalbach et Shannon Elizabeth. Puis tu me disais qu'il y en a une que c'est sa femme? C'est Jennifer Schwalbach. OK. Ouais, laquelle, c'est mettons? celle qui parle pas. C'est celle-là qui a deux couettes. Ouais, qui a deux couettes comme La rousse, ça. dans le fond? Ouais, qui est un Ok. peu rousse, Ouais. exactement. Qui est la plus mince là, de la gang. Ouais, parce que c'est les seuls qui avaient vraiment un story qui faisait du sens. Tu sais, c'est comme s'il y avait toute une histoire stupide alentour de « Hey, il se passe quelque chose avec ces filles-là. » C'est des vraies voleuses, puis ils ont un plan. Le plan il est bien élaboré. Ils ont une porte de sortie, ils ont du talent, ils ont le budget, ils ont les gadgets. Fait que tu sais, il y a comme toute une histoire avec ces filles-là. Puis alentour, ben nous, on en regarde les deux caves qui se font complètement avoir par ces 4 filles-là. Tu sais. Fait que moi, je sais pas, je regardais plus ces 4 filles-là, puis ils sont belles, là, mais c'est pas parce qu'ils sont belles, ok? C'est juste parce que je trouvais que leur histoire elle faisait du sens. Tu sais, ça faisait du sens. Ah, puis, ok, je suis obligé d'admettre que c'était quand même un petit peu drôle de voir Stifler dans le char, là. Ouais, C'est- Jean-William Scott. C'est, Avec des broches. Avec des broches, puis là, il fait l'antipode complet de son personnage dans American Pie. Ouais. Ben, en fait, il fait le personnage, il fait sensiblement un personnage comme dans, je pense, American Pie 2 ou 3, là, où il devient comme super gentil. American Wedding. Ouais. Oui, le troisième, c'est ça.
Puis là, il devient gentil, j'étais comme, ah mon dieu, c'est exactement pareil comme l'autre, c'est juste que là, ils ont mis des broches. Mais tu sais, tu parlais des filles, moi, le bout qui m'a fait le plus rire, c'est qu'à un moment donné, genre, ils sont dans le truck, puis là, ils mangent, je sais pas trop quoi, puis là, t'as Jay qui dit, hey, Ils mangent des oignons. ouais, il dit, ça va vous faire péter. Puis là, ils s'en vont faire Quand ils vont le voler les vol. diamants. Là, elle fait toute sa pirouette, à la fin, elle lâche, elle dit, pète. Ah, maudit, c'est vrai, il me l'avait dit, il avait Parce raison. que c'est ça, leur détecteur de son, c'est un truc de pilule Oui, contraceptive. aussi, ouais. Toi, ton personnage principal, c'est quoi? Ben moi, je dirais, il était mon personnage préféré, il est pas là longtemps, c'est George Carlin qui fait le pousseux au début, Qui explique Ah, la ouais. qui règle. donne des fellations pour pouvoir avoir... Qui est un acteur assez connu aussi. Ben, là. c'est un stand-up comique principalement. Ok, c'est un stand-up. Donc ok. c'est probablement, je dirais, un des plus grands. Ok. Pas parce qu'il est grand, là, mais un de ceux-là Qui était dans le film le plus de notoriété. ben, en fait, pas qui avait le plus de notoriété, mais comme stand-up, il est un des... Là, Yvon Deschamps, il est là-dedans, C'est- cette gamme-là Exactement. d'humoristes. C'est là. Ok. plus critique sociale que comédie quand il raconte quelque chose. là. Comme Richard Pryor, tu sais, aux États-Unis, c'était des grands, là. Mais, Norm Macdonald. D'ailleurs, George Carlin a récidivé avec Kevin Smith. C'est lui qui jouait le père, justement, dans Jersey Girl. Il jouait le père de Ben Affleck. Ah. Donc, il y avait déjà un lien. Mais tu sais, c'est du monde de New York, de New Jersey. Ils se connaissent beaucoup. Là, fait que c'est normal. On peut-tu faire une petite mention honorable pour Chris Rock? Oui, ben oui. C'était très très drôle dans ce film. Il y avait quoi 3 lignes, je pense, 3 scènes à peine. Il tapait le café puis il voulait rien savoir de ce café-là. C'était mon C'est- pic, moi, Chris Rock, parce que voilà. je l'aime comme stand-up comique, puis j'ai trouvé que c'est lui qui était le plus naturel, puis que il avait incarné le texte. Lui, on le sentait pas le texte, on sentait pas le jeu, on sentait que c'était Chris Rock qui était Ouais. Chris Rock. Ouais. Calais, C'était genre, c'est quoi, il n'y a pas de noir ici? C'est quoi? Je suis le Exact. seul noir. Puis... Exactement. J'ai vraiment Ah, trouvé que c'est lui c'était qui était drôle, le plus ça. juste pour vrai. Là. Non, puis justement, il finissait à la fin. Bon, je vais retourner dans ma roulotte parce qu'il dit il y a 3 filles qui veulent, un rôle dans mon prochain film Ouais, et j'ai le rôle juste pour eux autres. Moi, je pense que ça va être. Vous l'avez bâché, vous deux, là, mais Will Ferrell, moi, je l'aimais bien. Ben, je l'ai aimé. Ah ouais? Je le trouvais genre absurde à juste milieu. Tu trouvais? Ouais. Dans la balance d'absurde, t'as trouvé qu'il était juste. Ouais. Moi, parmi tous les films de Will Ferrell que j'ai vus, j'ai trouvé que c'était son pire. J'en manquais. J'écoutais. Plus que. Je le regardais puis j'étais comme vas-y, donne-moi. Plus que le film de basketball. Ouais. Plus que le film de Balls of patinage Fury. d'artifice. Ouais, c'est Ball of Fury. Ah, Ben écoute, je vais dire non parce que je l'ai pas vu. Mais j'ai quand même, je le regardais, puis je pense que dernièrement, j'avais écouté le film avec où ce qui était avec Mark Wahlberg, là, Oui, les ça, c'est policiers. bon. Puis là, je le regardais, puis je m'attendais à à ce niveau-là de Will Ferrell quand je l'ai vu, puis je suis comme, vas-y, donne-en pour la caméra. Ben, à ma connaissance, tout, c'est dans ses débuts aussi, là, si je me trompe pas. Ben, Tu sais, il faisait ça le sortait- Night Live, mais. Ouais. Cinéma, 2001, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était dans Saturday Night Live. Oui, Ouais. mais je veux dire qu'il commence dans le cinéma, je pense. C'est dans ses. Pas des premiers, mais. Non, mais il était pas, c'était pas un acteur, il était pas rendu à De tu sais, renom, un, tu sais, lead- ouais, à- ça. tu sais, un lead là. C'est Ouais, pas c'est lui ça. qui est un film allait pas reposer sur ses épaules à ce stade-là de sa carrière encore. Mais c'est un excellent, tu sais parce que tu sais on parle beaucoup de que Will Ferrell est un improvisateur, mais dans Saturday Night Live là, il improvise pas. Non, il y a C'est du- tous des textes Ouais. qui sont appris, puis ils sont appris au quart de tour, puis ils sont sur des cartons, puis ils lisent, puis il faut que ça soit ça. Fait que, tu sais, oui, dans d'autres de ses projets, il a pu laisser aller un petit peu plus ce qui faisait de lui, là, dans le fond, sa spécificité. Par contre, je dirais que moi, j'ai aimé toutes les petites séquences qu'il a faites. Tu sais, juste au début, quand il arrive avec sa mobilette, puis c'est même pas Oui. parqué. puis que- C'était la c'est comme- seule. C'est justement la première séquence. Le gars, il arrive pas à breaker, il fonce dans le char. C'est là que je me suis dit, oh my god, ça va être bon, ça va être bon. Ça Puis va là, partir. je m'attendais à de quoi tellement bon, puis finalement, ça a été Là, il ordinaire. arrive, Ça n'a là, pas été tu sais, mauvais. Avec sa patch. Ben oui, puis Ouais. là, ben là, c'est quand ils sont avec justement le Judd Nelson qui joue le shérif. Judd Nelson, vous savez c'est qui? C'est lui qui jouait dans. Voyons. Judd Nelson, c'est dans. Voyons, Colin. Dans Breakfast Club, c'est lui qui joue le bum, là. Ah ouais. Bon, mais c'est lui qui joue le shérif, là, qui est avec, là, quand ils vont Ouais, l'arrêter avec le Au chimpanzé. Colorado, là. Exactement, c'est John Nelson qui joue ce personnage-là.
Ah ouais. Puis justement, quand à un moment donné, il arrive, puis qu'ils sortent du diner, ben là, ils pensent que c'est comme une famille. Oui, ça c'est la pire bout. Par exemple, pour vrai, là, ça c'était n'importe quoi. Ben moi, c'est dans le fond, c'est de la façon qu'ils appellent, ils appellent The Butt Fucking Brady Bunch. À cause que c'est deux, c'est un couple gay, mais encore là, on sait que c'est des répliques qui passeraient peut-être moins aujourd'hui, mais je trouvais que c'était fichement drôle dans ce contexte-là. Là. Mais tu sais, encore là, on parle de Judd Nelson, c'est dans les caméos, là, sans arrêt qu'il y en a. J'ai pas mal une idée de vos réponses, mais est-ce que vous conseilleriez le film Conseillerie. Merci beaucoup. Le film. Non? Non, je suis tout obligé de dire que si tu me demandes à quelqu'un, veux-tu écouter ce film-là, je vais te conseiller bien d'autres films avant celui-là. Si tu veux, si t'aimes les jokes pipi caca, vas-y, regarde-le. Puis surtout si tu comprends pas tout le reste, parce que c'est ça comme on jase en fait depuis un petit bout, là. Il y a tellement un univers là-dedans que si tu ne connais pas toute le backstory de tout, tu vas être 100% perdu. Je pense qu'il est notre cas, nous trois, on était 100% perdus, fait qu'on s'est limité aux jokes de surface. Et ça n'a pas fonctionné pour moi. La base a fonctionné, mais en général, les jokes de surface n'ont pas... Mettons que j'aurais payé pour voir ce film-là, j'aurais été déçu. Là. Ouais. Ben, moi, je le recommanderais pas. Oh! À moins que... D'avoir vu les autres. À moins d'avoir vu les autres ou qu'on veut découvrir... T'sais, donc si je dirais... Mais c'est un bon film pour commencer à découvrir ou non? Hein? Non, parce que moi, quand je l'ai écouté la première fois, c'est pas là que je l'ai trouvé le plus drôle. C'est la deuxième fois quand j'ai vu tout ce qu'il avait fait avant. Okay. Parce que là, j'ai compris tous les personnages. J'ai compris pourquoi est-ce qu'à un moment donné... voyons, Ben Affleck qui dit I miss dating a lesbian. Parce que là, il arrête pas de parler de clitoris à la TV. Fait que c'est toutes des affaires de même. Il y a plein de jokes comme ça. On savait que c'était une référence à Chasing Amy. Il y a d'autres références à d'autres places. Donc, moi, je dis, si vous êtes pour le découvrir, ben c'est un peu comme je te disais. C'est écoute Clerks. Si tu embarques, go avec le reste. Sinon, arrête-toi là, puis ça va être fini. Toi? Ah, moi, je le recommande. Ah non, zéro bin bar, pas tout. Aucunement. Tu sais, ça m'a pris les crédits de la fin pour dire, ok, ouais, il y avait peut-être quelque chose. Je trouve que 1h45 pour me rendre là, puis même là, j'étais à la fin du film, je vais être à 1h50. C'est un gros investissement de temps, là, pour se rendre à dire, hey, c'est au crédit que ça commence à être bon. Lâche pas, là. Mais tu vois, moi, c'est à partir de 1h que j'ai commencé à apprécier le film. Ah ouais. C'est qu'au début, j'étais comme vous autres, j'étais comme, ah, c'est niaiseux. C'est niaiseux. Puis à un moment donné, je sais pas si ma garde a lâché ou quelque chose de genre. J'ai fait, c'est correct, c'est drôle. C'est ça, ouais. C'est drôle. T'as accepté que c'était ça. C'est ça. Ouais. Fait que le conseiller, peut-être pas, mais écoute, ça. Tu sais, connaissant un peu Kevin Smith et tout, j'ai peut-être l'intention dans un moyen terme de regarder les autres pour peut-être comprendre justement cet univers-là. C'est parce que, tu sais, dépendamment de comment est-ce qu'on aime la période des années 90, c'est là qu'il va déterminer beaucoup à quel point vous allez aimer ça. Parce que c'est très, très représentatif de l'époque, tu sais. Surtout dans le cas de Mallrats, entre autres, où est-ce que ça se passe dans un centre d'achat. C'est très fin des années 90, là, où est-ce que, tu sais, ça n'existe plus, des centres d'achat. Non, mais je veux dire, tu sais, ça n'existe plus dans le contexte de ce que c'était, de ce que c'était à l'époque, où est-ce que c'était l'endroit où est-ce que les jeunes allaient pour passer leur journée. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, j'allais passer des journées aux Galeries de Capitale. Brag. Rien de moins. Nous autres, on avait fuck all. Nous, on avait le cinéma dans le vieux centre d'achat. Non, vous autres, c'est vrai, c'est comme dans le champ. C'était ça. Écoute, merci beaucoup pour cette heure qu'on a parlé plus de Kevin Smith, je pense, que du film. Ouais, c'est difficile de parler juste de ce film-là dans le contexte. Mais merci beaucoup. De rien.